Dans un contexte de transformation numérique et d'échange constant d'informations, les données à caractère personnel occupent une place importante dans les activités des entreprises. Ces données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique concernent aussi bien les clients, les employés, également les partenaires commerciaux. La gestion des données à caractère personnel en entreprise représente un défi tant sur le plan juridique et économique. Quelles sont les dispositions que doivent prendre l'État et les entreprises pour protéger ces données-là, ces données à caractère personnel de leurs partenaires, de leurs clients? C'est ce que nous allons voir, ce dont nous allons discuter dans ce numéro d'Espace Digit. Nous recevons dans le salon Digit deux consultants en sécurité informatique, messieurs Chabi Djark et Damelin Nassampere. Et nous parlerons des données à caractère personnel et comment les protéger. La start-up du jour est une photographe passionnée du métier. Bella prend plaisir à sublimer ses modèles. Le Top Chrono vous livre ses questions et réponses. Et pour finir, le cyberalerte et tout ceci en 26 minutes. Aujourd'hui, nous recevons dans le salon Digit deux consultants en sécurité informatique. Ils vont nous parler des données à caractère personnel en entreprise. Le premier, il s'appelle Xavi Diak. Xavi Diak, bonjour. Bonjour Amélie, Comment allez-vous? très bien. Monsieur Xavi Diak, les données à caractère personnel font partie intégrante aujourd'hui du fonctionnement des entreprises et des organisations de tout genre. Quels sont les enjeux liés à ces genres de données? Merci Amélie pour la question. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la donnée à caractère personnel intéresse les entreprises. Mm. Quand on prend le marketing, ça l'intéresse, le commercial, il est intéressé, l'informaticien s'intéresse à cela, la direction de clientèle, et parfois même ça peut aller jusqu'au statisticien, voilà, qui a besoin de compiler ces données-là pour sortir des choses assez intéressantes. Donc, ça prend un grand enjeu aujourd'hui parce qu'elle devient digitale aussi. Voilà. Avant, on parlait du papier, maintenant on numérise beaucoup. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand volume de données qui circulent dans les entreprises aujourd'hui. Alors, les enjeux aujourd'hui pour l'entreprise, c'est de gagner. C'est parfois de monétiser ces données-là dans le cadre de ses activités, mais il y a aussi la protection de la vie privée parfois. Et cette frontière entre ce qui est professionnel et ce qui est privé, voilà, si on ne sait pas faire, donc on exposera la vie privée des gens. Et vous avez parfois des violations des données, comme des fuites d'informations qui posent des problèmes d'image et de réputation aux entreprises, voilà, et qui démontrent parfois donc, que ces entreprises ne prennent pas au sérieux cette question de protection des données à caractère personnel. Ma deuxième question, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Quels risques sur les individus liés au traitement de ces données? Lorsqu'on regarde toutes les législations en la matière, elles définissent comme étant des données qui permettent d'identifier une personne physique ou de les rendre identifiables. Alors donc on parle là de votre nom, prénom, votre photo, votre adresse email, votre numéro de téléphone, la plaque d'immatriculation de votre voiture, votre adresse physique, là où vous habitez. Voyez, donc, le champ s'étend, hein, même l'ADN, les données biométriques, ainsi de suite. Oui, tout cela fait partie de la définition que le législateur donne à la donnée à caractère personnel. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité informatique. Merci d'être passé dans notre salon digital. Merci Abidi. Nous recevons donc deux consultants en sécurité informatique. Le premier, vous avez eu à les découvrir. Le deuxième, il s'appelle Damien Nassampere. Il va également nous parler, nous donner ses expériences en matière de sécurité des données à caractère personnel en entreprise. Monsieur Damien Nassampere, bonjour. Bonjour Javier. Comment allez-vous? Très bien. Alors, les plateformes numériques comme les réseaux sociaux collectent beaucoup de données à caractère personnel.
Je suis curieuse, est-ce que nous avons un contrôle sur nos données? Effectivement, les réseaux sociaux sont l'exemple par excellence hein, de la monétisation des données. Aujourd'hui, les données, notamment les données à caractère personnel, sont une mine d'or. Vous prenez des géants, des GAFA, Google, Amazon, Facebook et autres, ont un business model essentiellement basé sur nos données. Hein. Et c'est des entreprises, vous verrez les chiffres, qui font des chiffres d'affaires qui dépassent le PIB de plusieurs pays. Ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, la jauge se situe un peu entre le contrôle que nous pouvons avoir sur nos données et finalement le bénéfice qu'ils tirent du traitement de ces données-là. Parce que le business model est vraiment basé sur nos données. Ces données sont revendues à des organismes de publicité, à des marques, pour pouvoir mieux cibler leur publicité. Malgré tout ce que la législation pourra leur imposer, il revient à l'utilisateur d'être conscient des enjeux autour de ces données à lui et d'avoir un usage responsable de ces plateformes-là. Usage responsable veut dire qu'il faut être conscient finalement de qu'est-ce qu'on fait de mes données. Il ne faut pas juste se contenter d'utiliser ces outils. Il faut se demander, vous savez, il y a un adage qui dit sur Internet, quand un service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Voilà. Et donc sur les réseaux sociaux, finalement, c'est nous le produit. Donc, il faut qu'on soit conscient des enjeux, des risques autour. Parce que la réalité aussi, c'est qu'une fois qu'une donnée va sur Internet, on n'a plus vraiment le contrôle dessus. Et le dernier point, c'est qu'aucune entreprise n'est à l'abri d'une cyberattaque. Aucune entreprise. On a eu plusieurs fois des annonces comme quoi Facebook a subi des cyberattaques. On a eu même des packs de Facebook. Donc, si malgré les moyens qu'ils mettent dans la protection de leur système, ils arrivent à vivre de tels incidents, on n'est pas à l'abri. Et une fuite de données veut dire que nos données, nos photos, nos échanges personnels peuvent se retrouver sur la place publique. Quelles sont les dispositions prises par l'État togolais, par le Togo en matière de protection des données? En 2019, le législateur togolais a sorti une loi qui s'appelle la loi 2019-014 qui régit les questions de protection des données à caractère personnel. Donc, qui définit c'est quoi une donnée à caractère personnel, qui fixe les régimes de traitement par les entreprises des données à caractère personnel du citoyen togolais, qui énonce la création d'un organisme qui va chapeauter ce sujet-là, et puis qui édicte les amendes et les sanctions prévues en cas de violation de traitement par rapport au traitement de ces données-là. Et donc, c'est un certain nombre de règles auxquelles les entreprises doivent se plier. Il y a également la loi 2018-026 relative à la cybercriminalité et à la lutte contre la cybercriminalité, qui là va fixer un certain nombre de cadres pour protéger le cyberespace togolais. Parce que qui dit traitement des données personnelles va dire réseaux sociaux, autres types de plateformes qui font finalement partie du cyberespace. Et donc, il y a ces deux dispositions. Et puis, il y a un décret qui a été publié, le décret 2020-111, qui fixe le fonctionnement et l'organisation de l'IPDCP, qui est l'instance de protection des données à caractère personnel au Togo. D'ailleurs, le président a été tout récemment nommé et nous pensons que le reste des membres de cette instance-là vont être incessamment désignés pour commencer de manière opérationnelle sur le terrain à vulgariser la thématique déjà, parce que c'est le plus important, et puis à veiller à ce que les entreprises se soumettent aux dispositions de cette loi-là. On parle de l'État, on parle du Togo. Quelles sont les dispositions vis-à-vis des organisations, de nos entreprises, pour protéger les données à caractère personnel, puisque nous parlons des entreprises? La loi est là. Les dispositions d'application ou de contrôle d'application de la loi sont en cours de mise en place, mais nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, donc il revient à ces organismes-là, déjà, je dirais, de se faire former. C'est très important. La deuxième étape serait d'identifier ces traitements. Merci, monsieur Damlana Sampéré. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité informatique. Merci d'être passé dans le salon Gigite. Merci à vous, APV, pour l'invitation. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une photographe, mais pas comme les autres. Bella, ex-modèle, fait du shooting photo en apportant sa touche particulière. Mais comment? En proposant des poses spécifiques à chacun de ses clients.
Nous avons assisté à une de ces séances. Venez avec moi. Après, tu peux aussi jouer avec la casquette, tu peux la tenir comme ça. Voilà, voilà. Ouais, super facilement. Nous sommes avec l'artiste Bella. Bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir photographe? À la base, j'étais modèle, donc j'étais devant l'objectif. Et puis, au fur et à mesure, mon photographe me faisait participer. Il me demandait si la lumière était bonne et il disait que j'avais vraiment de bonnes idées par rapport aux photos. Et je disais en rigolant que voilà, quand je serai plus vieille, je passerai derrière l'objectif. J'ai commencé la photo en tant que modèle il y a 25 ans en Suisse. Et puis maintenant, ben, voilà, 25 ans après, je me dis que c'est le moment de passer derrière l'objectif. Et nous y voilà. Quel est votre style ou votre spécificité en photographie? Moi, j'ai vraiment un style naturel. Je retouche, mais vraiment très peu mes photos. L'idée, c'est de faire la photo de base pour que la photo, elle reste naturelle. Quand on voit la personne, on la reconnaît. Et même malgré, avec les défauts qu'on a, qu'on se regarde, qu'on se dise, voilà, c'est moi. Sans trop d'artifice, sans trop de retouches. Je crois que c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est vrai qu'on a participé avec vous à une de vos séances. On vous a vu à l'œuvre. Est-ce qu'il y a des préparatifs en amont? Qu'est-ce qu'il faut faire pour une photographe comme vous? Alors oui, c'est aussi de mon côté une particularité. Moi, je ne fais pas venir juste les gens et shooter. J'essaye toujours de voir la personne une fois avant le shooting, donc je me déplace pour aller un peu connaître cette personne, discuter avec lui, savoir son histoire, même si c'est un shooting tout simple. Si on n'arrive pas à se voir, c'est par WhatsApp, je lui pose des questions, pourquoi elle veut faire les photos, comment elle se sent. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux, donc j'essaie un peu d'avoir un espèce de petit lien avant que on fasse le shooting. Et je vois la différence entre quelqu'un qui vient, qui me connaît pas, qui sait pas comment faire, et quelqu'un avec qui j'ai eu un petit lien avant de venir. Donc j'essaye toujours de faire ça avant de shooter. Quelle séance vous a le plus marqué? Alors c'est drôle parce que c'est une séance avec moi-même. À mon tout début, en fait, il y a quelqu'un qui m'a proposé d'être modèle. Donc je venais d'arriver en Europe, je l'ai regardé en disant mais tu me parles de quoi? Je fais 1,65 m. Voilà, vraiment le manque de confiance. Et puis il m'a dit, c'était un collègue de cours d'anglais. Il me dit, mais je te parle pas de mannequinat, je te parle de modèle. On peut faire 100 kilos et être modèle. Il faut juste savoir poser. Alors il m'a dit, écoute, on va essayer. Je lui ai dit, bah, j'ai rien à perdre. Et il a fait une photo de moi en noir et blanc qu'il a exposée après. Et en fait, il l'a fait en poster. Et je me suis vue, en fait, en poster sur la photo. Et il y avait un couple la dame, elle est venue vers moi et puis elle m'a demandé, mais c'est vous sur la photo? Je lui dis oui. Il dit, je peux vous faire une photo de vous-même et de votre portrait? Je dis oui. Et elle me dit, vous êtes magnifique. C'était la première fois qu'on me disait que j'étais magnifique. Et ça a lancé. La photo, c'est une thérapie aussi. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre séance. Un mot à l'endroit d'un jeune qui nous regarde et qui a envie de faire comme vous. Alors, si vous êtes un homme, bah, allez-y. Si vous êtes une femme, allez-y encore plus. Parce qu'en tant que femme, on a un autre œil, en fait, un autre regard. Et en tant que femme, on a une espèce de subtilité que les hommes n'ont pas. Par contre, un conseil, mettez ce qu'il faut pour le matériel. Alors, Bella, merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous en prie. Eh bien, vous l'avez compris, c'est votre rubrique Top Chrono. Les questions et réponses, c'est tout de suite. Je réponds au nom de Cambia. Après avoir changé de téléphone, comment faire pour retrouver les mêmes messages SMS et WhatsApp? Premier point, comment activer la sauvegarde des SMS sur Android et iPhone? Avant de changer de téléphone, assurez-vous que vos SMS sont bien sauvegardés pour pouvoir les restaurer ensuite. Sur Android, allez dans Paramètres, ensuite Google et Sauvegarde. Activez Sauvegarde Google et vérifiez que Message texte SMS est bien activé. Cliquez sur Sauvegarder maintenant pour enregistrer vos derniers messages. Lors de la configuration du nouveau téléphone, connectez-vous avec le même compte Google et sélectionnez Restaurer les données pour récupérer vos SMS. Sur iPhone,
Les SMS sont sauvegardés avec iCloud si la fonctionnalité est activée. Allez dans Réglages, votre nom, iCloud. Vérifiez que le message est activé pour qu'il soit sauvegardé. Après avoir changé de téléphone, connectez-vous avec le même identifiant Apple et vos SMS seront restaurés automatiquement. Maintenant, notre deuxième point. Comment restaurer ces conversations WhatsApp? Avant de changer de téléphone, d'abord sur Android, allez dans WhatsApp, Paramètres, Discussions, Sauvegarde des discussions et activez la sauvegarde sur Google Drive. Sur iPhone, toujours allez dans WhatsApp, Réglages, Discussions, Sauvegarde et Sauvegarder sur iCloud. Après avoir changé de téléphone, réinstallez WhatsApp depuis le Play Store ou l'App Store. Ensuite, connectez-vous avec le même numéro de téléphone. L'application détectera automatiquement votre sauvegarde et vous proposera de la restaurer. Une fois la restauration terminée, retrouvez toutes vos conversations, photos, vidéos sans problème. Bonsoir, je me nomme Akbene. J'aimerais demander par quel moyen restaurer mon appareil sans perdre mes données principales? Comment restaurer son téléphone sans perdre ses données? Votre smartphone commence à ralentir et vous pensez à le restaurer? Bonne idée. Mais attention à ne pas perdre vos données essentielles, notamment vos contacts, applications ou conversations WhatsApp. Eh bien, aujourd'hui, je vous montre comment faire une réinitialisation en toute sécurité et récupérer toutes vos informations facilement. C'est parti. D'abord, pourquoi restaurer son smartphone? Si votre téléphone est long et rempli d'applications et de données inutiles, une restauration peut lui redonner un second souffle. Mais une réinitialisation supprime toutes vos données, sauf si vous suivez les étapes suivantes. D'abord, la sauvegarde avant la restauration. Sur Android, activez la sauvegarde automatique dans les paramètres Google pour conserver vos contacts, applications et paramètres. Sur iPhone, utilisez iCloud pour sauvegarder vos photos, contacts et applications importantes. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder sur un ordinateur personnel. Connectez votre smartphone via un câble USB et transférez vos fichiers importants, photos, vidéos, documents, sur votre PC ou Mac. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Samsung Smart Switch ou iTunes pour faire une sauvegarde complète de votre appareil. Ensuite, la réinitialisation de son téléphone en toute sécurité. Sur Android, allez dans Paramètres, Système, Options de réinitialisation et puis choisissez Effacer toutes les données. Sur iPhone, vous pouvez faire pareil en allant dans Réglages, Général, Transférer ou réinitialiser l'iPhone et cliquez sur Effacer contenu et réglages. Ensuite, attendez que la restauration soit terminée pour que votre téléphone soit comme neuf. Maintenant, comment restaurer ces données après la réinitialisation? Reconnectez-vous à votre compte Google ou Apple après la réinitialisation. Vos contacts, applications et paramètres devraient automatiquement se restaurer. Si vous avez une sauvegarde sur un PC ou un disque dur externe, reconnectez votre téléphone et transférez vos fichiers sauvegardés. Vérifiez que le tout est bien revenu et ajustez les paramètres selon vos besoins. Voici maintenant les consignes à suivre et les erreurs à ne pas commettre pendant la sauvegarde et la restauration. Vérifiez que la sauvegarde est bien activée avant de réinitialiser votre téléphone. Rappelez-vous de sauvegarder sur un ordinateur personnel en plus du cloud parce que on ne sait jamais. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace de stockage pour la sauvegarde. Utilisez le même compte Google ou iCloud avant et après la réinitialisation. Attendez que la réinitialisation soit totalement terminée avant d'utiliser votre téléphone. Et pour finir ce numéro, nous n'allons pas vous quitter sans aborder notre rubrique Cyber Alerte et c'est avec Malik Géraldo.
Chaque jour, nous recevons des emails, des SMS, des messages provenant des réseaux sociaux qui contiennent des liens. Ces liens, quelquefois, nous aident à réinitialiser les mots de passe que nous avons oubliés. Ils nous permettent quelquefois d'avoir un accès rapide à nos comptes, des fois pour confirmer des inscriptions à certaines plateformes. Ou quelquefois aussi, nous avons de ces liens qui nous promettent des cadeaux ou des colis. Mais derrière, ces liens peuvent se cacher des pièges. Un clic sur un lien malveillant peut entraîner des vols de données, des piratages de vos comptes, l'infection de vos ordinateurs ou de vos téléphones, ou en gros, des liens qui peuvent amener à des arnaques. Nous allons découvrir ensemble dans cette rubrique comment arriver à reconnaître un lien malveillant et les différentes étapes à suivre avant de cliquer sur un lien. Un lien hypertexte, comme nous l'appelons communément, c'est un texte, une image ou encore un bouton qui nous redirige vers un site web, une page ou une application web. Le lien est donc dit malveillant lorsqu'il nous redirige vers un site malveillant ou lorsque le clic sur ce lien amène à une action dangereuse, comme par exemple le vol de données ou l'installation en arrière-plan des malwares. Nous allons ensemble découvrir comment est-ce que nous pouvons reconnaître ces liens malveillants. Déjà, quand vous prenez un lien malveillant, le nom de domaine qu'il contient n'est très souvent pas cohérent avec ou n'est pas souvent compatible avec le nom de l'entreprise dont l'expéditeur prétend être. Un deuxième élément qui vous permet de reconnaître les liens malveillants, c'est que vous avez de ces liens qui quelquefois aussi contiennent des erreurs ou bien des fautes d'orthographe, ou surtout ces liens amènent à poser des actions urgentes ou immédiates. Nous allons ensemble découvrir de façon pratique des exemples de liens et voir ce qui fait de ces liens des liens malveillants. Alors, nous allons ensemble découvrir 5 liens comme vous pouvez le voir sur vos écrans, nous avons 5 liens. Ces 5 liens qui apparemment proviennent de Google. Nous connaissons tous Google, dont le nom de domaine est google.tg. Et ici, à l'écran, vous avez le lien qui permet, par exemple, de réinitialiser un mot de passe. Alors, à première vue, le premier lien semble légitime. En plus, quand nous pointons le curseur dessus, nous remarquons qu'il y a une bulle qui apparaît et dans cette bulle, nous voyons bien que le même lien que nous avons à l'écran se retrouve dans cette bulle. Et regardons un petit peu ce que le deuxième lien révèle. Quand nous pointons le curseur sur le deuxième lien, nous voyons que au lieu qu'il y ait Google dans la bulle, nous voyons plutôt le nom de domaine haka.org. Donc, c'est une technique des cyberattaquants qui cache derrière des liens des autres ou bien des sites qui sont malveillants. Et ce lien, quand vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur le site de haka.org, pensant être sur le site de Google. Dans le troisième lien, vous avez un bouton qui vous dit « Cliquez ici ». Et quand nous pointons la souris sur ce test « Cliquez ici », vous vous rendez compte que la bulle qui sort derrière, c'est haka.org. Ça veut dire en réalité que le lien qui se cache derrière ce bouton « Cliquez ici », c'est haka.org. Vous avez également aussi le quatrième lien. Alors la différence qu'il y a entre le quatrième lien et les autres liens, c'est que en apparence, vous pensez lire Google, alors que vous avez G00. Donc ce ne sont pas des O, ce sont des zéros. Donc vous avez G00GLE. Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas Google. C'est un site malveillant qui semble être de Google alors que ce n'est pas de Google. Vous avez également aussi le dernier lien. Alors le dernier lien, il est beaucoup plus dangereux tout simplement parce que même quand vous pointez le curseur dessus, vous voyez qu'il pointe vers Google ou tout simplement que la bulle contient le nom de domaine de Google. Mais vous allez voir tout à l'heure que lorsque nous allons cliquer sur ce lien, nous allons nous rediriger vers une autre page qui n'est simplement pas la page de Google.
Il est donc très important de prendre du temps pour analyser les liens que nous recevons. Rien ne presse. Le mail, vous l'avez déjà reçu. Donc prenez le temps de bien regarder l'URL avant de cliquer dessus. Parce qu'un clic sur un lien malveillant peut amener le piratage des comptes et les vols de données. C'est fini pour Espace Digit de cette semaine. Je vous retrouve dans un autre numéro. À très bientôt.